Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Sacha Lefebvre, je suis conseiller juridique et aussi coordinateur du service d'études de Brulocalis. En deux mots, le service d'études de Brulocalis, c'est le service qui est compétent pour répondre à vos questions juridiques et en l'occurrence, les questions juridiques qui porteraient sur les marchés publics. Merci beaucoup. Donc voilà, l'exposé de ce soir aura trait à tout ce qui concerne les marchés publics, mais la première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'un marché public. Ce n'est pas un ensemble d'étals sur une place communale, c'est un ensemble de règles en fait assez concrètes, assez abstraites, juridiques clairement, et très procédurales. Mais ce n'est pas que ça non plus. Un marché public, c'est donc un contrat entre, j'ai utilisé des termes, c'est un peu le jargon technique juridique, mais c'est important que vous les connaissiez parce que c'est des termes que vous allez rencontrer dans le cadre de votre mandat. C'est un contrat entre un pouvoir adjudicateur, donc ça c'est la commune par exemple, ou un CPAS, et un opérateur économique. Donc un opérateur économique, c'est par exemple un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services. Donc ça, il faut qu'il y ait une relation contractuelle entre les deux. Et la relation contractuelle, il y a un petit plus, il faut qu'il y ait en fait des avantages réciproques pour l'un et pour l'autre, ou des obligations en fait. On appelle ça aussi juridiquement un contrat à titre onéreux. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous, en tant que commune, vous percevez un avantage et que le pouvoir et l'opérateur économique reçoit également un avantage, normalement, les règles relatives au marché public s'appliquent. Donc l'avantage, c'est par exemple, dans le cadre de travaux, la commune bénéficie de travaux réalisés par un entrepreneur, vous devenez propriétaire des travaux, l'entrepreneur reçoit de l'argent, chacun est bénéficiaire, on est dans le cadre, donc dans ce cas-là, de la réglementation relative au marché public. Mais cette réglementation, comme je vous le disais, ce n'est pas qu'un ensemble de règles, ça poursuit plusieurs buts. Dans une commune, vous avez des besoins. Et ces besoins, vous devez les satisfaire, vous devez les définir, et il y a également des deniers publics en jeu. Vous devez les utiliser efficacement. Donc ça, c'est un des buts qui est poursuivi par la réglementation, c'est essayer du moins d'utiliser efficacement les deniers publics pour répondre au mieux à vos besoins, en tout cas. Il y a également un aspect sécurité juridique. Ça aussi, c'est un terme un peu juridique. En fait, ça veut dire simplement qu'il y a un ensemble de règles qui réglementent une matière, et donc ça apporte de la sécurité juridique dans les relations, en l'occurrence les relations contractuelles entre la commune et un opérateur économique. Ça renforce aussi la légitimité des décisions qui sont prises par la commune, parce que vos décisions sont prises sur la base d'un texte. Donc ça, c'est aussi important, et ça prévient aussi certains risques de corruption, collusion. Donc collusion, ce sont les ententes, des risques de favoritisme entre qu'une personne, en fait, qu'un opérateur économique soit favorisé. Et le but aussi, le grand but, c'est de préserver la concurrence libre et effective. Ça veut dire de permettre, en fait, à chaque indépendant, société, prestataire, opérateur économique de manière générale, d'être traité sur un pied d'égalité. Ça, c'est très important aussi. Et c'est un des buts poursuivis. Le sommaire, je vais aller très vite. En fait, on va aborder vraiment plusieurs aspects en surface. C'est technique, vous aurez les slides, donc il ne faut pas tout retenir évidemment, mais on va quand même aborder des points comme la définition du marché public. Je viens de vous la donner, donc on ira assez vite. Les bases légales, donc d'où ça sort en fait cet ensemble de règles. Les exceptions, parce que comme dans toute règle, il y a une exception. Les principes généraux et les interdictions, l'objet du contrat. Vous verrez effectivement que dans le cadre des marchés publics, il y a plusieurs types d'objets. Parfois, il peut y avoir plusieurs objets. Et il faudra choisir quel est le bon objet, parce que en fait, les objets déterminent les règles applicables. Les procédures de passation, les groupements de commandes. Alors, par rapport aux groupements de commandes, ça, c'est un point en fait, qui est assez intéressant dans la matière des marchés publics. Il existe en fait les centrales de marché ou les centrales d'achat dans les marchés publics, et ce sont en fait des entités qui passent les marchés publics pour vous, en gros. Donc c'est un gain de temps pour les communes. Quand je dis pour vous, c'est pour les communes, les CPS. Donc c'est un gain de temps pour les communes et un gain de travail aussi. Et Brulocalis a souvent, et même systématiquement en fait, rappelé dans son mémorandum notamment le fait que vous devriez avoir accès, déjà pour savoir le nombre de centrales de marché qui existent sur le territoire bruxellois, pour savoir auquel adhérer, et également qu'il y ait une collaboration avec la région pour la mise en place de centrales de marché, parce que ça vous faciliterait quand même le travail dans certaines situations. Ensuite, préparation du marché public. Comment on prépare un marché public, les différents documents du marché, les fixations des conditions.
Vous voyez, il y a également attribution du marché et exécution du marché, points 13 et 15. Ça, en fait, c'est pour dire qu'il y a des règles qui s'appliquent dans le cadre, tout d'abord, de la mise en concurrence des différents entrepreneurs, par exemple, opérateurs économiques. Après, dès que l'un d'eux obtient le contrat, on entre dans la phase d'exécution. Et ça, ce sont d'autres règles qui s'appliquent. Il y a la motivation aussi, très important, motiver les décisions, communiquer les décisions, tout ça est réglementé. Le reporting, pareil, d'autres législations qui s'appliquent aussi. On parlait tout à l'heure de la NLC, nouvelle loi communale, très important. Donc il y a certaines dispositions qui s'appliquent et le rôle, effectivement, aussi de la tutelle. Donc comme je vous le disais, c'est un besoin à satisfaire. À la base des marchés publics, il faut quelque chose, il faut un besoin. La commune a besoin d'éléments, par exemple de véhicules, de papier, de téléphone pour fonctionner. Eh bien, dans ce cas-là, soit vous le faites par vos propres moyens, vous avez soit les personnes compétentes en interne pour prester un service, soit vous avez déjà les différentes fournitures, ou alors vous devez passer par un opérateur externe, parce que vous n'avez pas les ressources suffisantes internes. Eh bien, dans ce cas-là, normalement, vous devrez suivre les règles relatives au marché public, relatives à la mise en concurrence. La définition, je vais aller très vite aussi parce que je l'ai déjà abordé, donc c'est un contrat à titre onéreux, comme je vous l'ai dit, c'est le terme juridique qui veut simplement dire que les deux personnes dans la relation contractuelle ont des obligations les unes envers les autres. L'exemple de l'entrepreneur qui fait des travaux pour la commune devient propriétaire des travaux, l'entrepreneur reçoit une somme d'argent, les deux y gagnent. Donc voilà, ça c'est le contrat, c'est caricaturé, mais c'est un peu ça, c'est un contrat à titre onéreux. Vous avez la liste des adjudicateurs et des opérateurs économiques. Donc les adjudicateurs, vous voyez État, région, commune, CPS, tout ça est listé également dans la loi de base des marchés publics. Et les opérateurs économiques, qui dépendent un peu des objets des contrats, c'est l'entrepreneur pour les marchés publics de travaux, fournisseurs et prestataires de services. Les bases légales. Donc en fait, toutes ces règles qui sont dans la législation belge, dans la réglementation belge, dérivent en fait, viennent plutôt de directives européennes qui ont été transposées dans le droit belge. Vous avez la loi de base, 17 juin 2016, sur les marchés publics. Je vous disais, il y a deux phases, passation et exécution, deux arrêtés royaux. L'un et l'autre réglementent chacune de ces parties. Et une loi aussi relative à la motivation, l'information et les voies de recours. Mais il existe aussi des exceptions. Alors, par exemple, les subventions. Dans le cas d'une subvention, on considère qu'on n'est pas soumis à la réglementation sur les marchés publics parce qu'il n'y a pas cette relation, comme je vous disais, cette espèce de double avantage réciproque. Dans ce cas-là, en fait, c'est de l'argent qui est donné, c'est une allocation à fonds perdu dans le but de favoriser une activité, je vais dire, d'intérêt général. Donc on voit que c'est une partie qui donne de l'argent à une autre, mais il n'y a pas d'avantage réciproque. Donc ça, pour ce genre de relation, on n'utilise pas les règles relatives au marché public. Deuxième exception, l'exercice d'une compétence par une loi. Parfois, la loi détermine plutôt les personnes compétentes pour prester certaines missions. Exemple qui est repris ici, Sibelga, l'éclairage public, donc par Sibelga. Dans ce cas-là, il n'y a pas de relation contractuelle, c'est la loi qui détermine qui est compétent. Donc, il n'y a pas de réglementation, en tout cas sur les marchés publics, qui s'applique dans ce cas-là. Dans la réglementation même sur les marchés publics, dans la législation, il y a même des services qui sont exclus. Donc vous voyez les services d'emprunt, huissier, certains services d'avocats. Les services d'avocats exclus, c'est lorsque par exemple il y a un procès, donc un litige, on est en phase de contentieux ou pré-contentieux, donc il y a un procès, vous devez faire appel à un avocat, vous ne devez pas suivre les règles en fait strictes des marchés publics, mais il y a les droits, les principes européens qui s'appliquent, vous devez quand même au minimum préserver donc la libre concurrence entre les avocats, donc en l'espèce. Le in-house, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, le in-house, c'est lorsque vous faites appel à une personne qui semble externe. Donc je l'ai dit, dès que vous faites appel à une personne qui est externe à la commune, il faut respecter les règles relatives au marché public. Le in-house, c'est quand une personne semble externe, mais elle ne l'est pas en fait parce que vous, en tant que commune, vous exercez un contrôle sur elle qui est analogue à celui que vous exercez sur vos propres membres, je dirais. Donc dans ce cas-là, on considère qu'on est dans l'exception in-house et qu'il ne faut pas respecter les règles relatives au marché public. Enfin, dernier point, par exemple, les exploitations de parking, là on est dans les concessions. Et les concessions, c'est une autre loi, c'est une autre réglementation.
Vous voyez en tout petit en dessous, effectivement, il faut une mise en concurrence ça doit se faire, c'est des principes européens. Et la petite différence, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est que dans l'exploitation d'un parking, il y a un risque financier qui est supporté par l'exploitant. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre des marchés publics. Dans le marché public, c'est un contrat et il n'y a pas ce côté risque financier. Principes généraux et interdictions. Je les ai énumérés dans l'introduction, donc il y a vraiment cette importance à respecter en matière de concurrence, égalité de traitement, pas de discrimination. Ça, c'est très important. D'autres points sont importants aussi. Vous ne pouvez pas vous dire à un moment, je vais scinder le marché, ce sera plus facile, parce qu'en fait, il faut savoir aussi, je fais une petite parenthèse, qu'au plus le montant, de manière générale, est élevé, le montant du marché est élevé, au plus les règles sont strictes. Et donc, vous pourriez vous dire que dans certaines situations, je vais scinder le marché, les règles seront moins strictes, mais en fait, vous ne pouvez pas faire ça. C'est pénalement répréhensible. Et donc à partir du moment où vous le faites de manière artificielle en vue de limiter la concurrence, d'assouplir, je vais dire, les règles, ou les règles relatives à la publicité, ça, vous ne pouvez pas le faire. Idem pour tout ce qui concerne la prise illégale d'intérêt. Si je sais pas, votre frère, votre sœur remet une offre dans le cadre d'un marché public, vous ne pouvez pas y participer parce que ça remettrait en cause votre impartialité. Ça, c'est pénalement aussi, c'est condamnable pénalement. Respecter et faire respecter le droit environnemental, social et du travail, ça c'est assez logique. Les ententes, donc c'est quand deux sociétés se disent on va se mettre ensemble, on va signer un accord, un contrat, on va essayer de fausser la concurrence, obtenir le marché. Voilà, ce genre de choses, c'est effectivement interdit. Principe forfaitaire, en fait, c'est un principe qui est repris dans la loi aussi, c'est le fait que le prix doit être fixé de manière forfaitaire, qu'il ne faut pas qu'il y ait de modifications substantielles dans le cas de l'exécution du contrat. Enfin voilà. Estimation. Ça, c'est quand même important. Il y a des règles qui fixent, en fait, je vous l'ai dit, donc le montant du marché, au plus il est élevé, au plus il y a des règles qui s'appliquent. Eh bien, ces règles pour estimer le montant du marché, elles sont fixées dans la loi aussi. Donc ça, c'est un principe important. Confidentialité, RGPD, bien évidemment, si vous détenez des informations relatives aux secrets, des secrets techniques, secrets des affaires de l'un ou l'autre opérateur économique qui aurait remis une offre, vous ne pouvez pas les divulguer. La motivation, chaque décision doit être motivée, enfin pas chaque décision, mais beaucoup de décisions. Il y a une partie relative donc à la motivation, il y a une loi effectivement de 2013 qui s'applique à ce niveau-là. Idem pour l'emploi des langues. Il y a certains documents dans le cadre des marchés publics, des contrats, qui sont des communications publiques et qui nécessitent donc une traduction, donc les deux langues, français, néerlandais. Et dernier point, ce qui est devenu en fait maintenant la règle, c'est la dématérialisation. Donc c'est le fait de devoir utiliser la plateforme e-procurement. Avant, ça ne se faisait pas en papier, donc un opérateur économique remettait une offre en version papier. Maintenant, tout se passe sur une plateforme qui s'appelle e-procurement. L'objet du contrat, je vous l'ai dit, il y en a trois. Soit des travaux, soit des fournitures ou des services. Donc vous avez des exemples. Travaux, par exemple, construire un bâtiment, asphalter une rue, concevoir et réaliser une place publique. Fourniture de bureaux, sapin de Noël, leasing véhicule, denrées alimentaires, livres, services, architectes, avocats, etc. Donc c'est facile quand l'objet est clair donc, dans ces cas-là, mais il peut arriver parfois que, je ne sais pas, vous décidez en fait de commander un meuble et pour installer ce meuble, des travaux sont indispensables. Là, on peut se demander, mais c'est quoi? C'est un marché public de travaux, de fournitures? Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais il faut savoir que la loi détermine à partir de quel moment on considère, quel est l'objet principal du contrat. Et donc, c'est important de savoir quel est l'objet, parce que c'est l'objet qui va déterminer, en plus du montant, qui va déterminer les règles qui s'appliqueront. Voilà, j'en ai terminé. Je vais céder la parole à Madame Hartz. Je vous remercie pour votre attention. Et voilà. Voilà. Moi, je vais reprendre avec les procédures de passation. Et donc, en fait, comme Sacha vient de le dire, en fonction du montant du marché, on va se retrouver dans différentes procédures de passation, c'est-à-dire la méthode, la façon dont on va organiser notre marché. Alors, comme vous le voyez sur ce slide, il y a à partir de 30 000 € plusieurs possibilités.
Certaines possibilités vont vous laisser la possibilité justement de négocier les offres que vous allez recevoir. Vous devez savoir que pour pouvoir négocier, c'est toujours une procédure d'exception. C'est-à-dire que la loi va reprendre plusieurs cas, plusieurs exceptions dans lesquelles vous allez pouvoir appliquer une procédure négociée, soit sans publication préalable, soit directe avec publication, soit la concurrentielle avec négociation. Les différences entre ces procédures, la première, la procédure négociée sans publication préalable, c'est une procédure où vous allez, vous, pouvoir choisir les opérateurs économiques que vous allez consulter. Bien évidemment, comme on vient de le dire, on fait attention à tout ce qui pourrait être conflit d'intérêts, mais malgré tout, c'est vous qui allez déterminer les opérateurs économiques à qui votre administration va demander une offre. Par contre, dans toutes les autres procédures, on va publier sur la plateforme e-procurement et c'est un opérateur économique qui va voir votre publication et qui va vous envoyer une offre. En fonction des montants, donc c'est vraiment les montants, donc c'est l'importance énorme de votre estimation, puisque c'est l'estimation de votre marché qui va définir la procédure, tout le trajet que va prendre votre marché public. Quand vous êtes sous les 30 000 €, ce sont toujours des montants hors TVA. Quand vous êtes sous les 30 000 €, vous avez un marché public qu'on appelle de faible montant. Alors, vous avez les chiffres pour la commune d'Ixelles, ça représente quand même 45% des marchés de l'administration de la grandeur d'Ixelles. C'est quoi un marché de faible montant? C'est un marché qui est quand même un peu plus light au niveau de la procédure. Malgré tout, les grands principes qui viennent d'être évoqués, ils sont toujours d'actualité. La transparence, la mise en concurrence, ça, c'est un fil conducteur auquel vous n'allez jamais échapper dans les marchés publics. Vous êtes entre 30 000 et 143 000. On va être dans les procédures négociées sans publication préalable. Donc les procédures où vous allez déterminer quels sont les opérateurs économiques contactés pour remettre une offre à votre administration. On reprend les chiffres d'Ixelles, là on est quand même à 31%. Vous voyez, c'est quand même, ce sont beaux être des procédures d'exception, ce sont quand même des procédures extrêmement utilisées. La procédure négociée sans publication préalable, c'est celle qu'on connaît le mieux comme exception et comme motivation, c'est d'être sous ce seuil. Il y a d'autres motivations qu'on va utiliser parfois dans la vie d'une administration, comme par exemple les marchés passés pour des urgences, des réelles urgences, des urgences impérieuses et qu'on ne pouvait absolument pas prévoir, tout à fait imprévisibles. Dans ce cas-là, on va utiliser cette procédure également. Si vous êtes au-dessus des 143 000 €, là, il va vraiment bien falloir se poser la question de est-ce que je suis en marché de travaux d'une part, de fournitures et de services d'autre part, parce que l'utilisation de la procédure négociée directe, elle est conditionnée au montant. Vous allez pouvoir l'appliquer jusqu'à 221 000 € pour les fournitures et les services et jusqu'à 750 000 € pour les travaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est du belgo-belge. C'est une procédure qui n'existe pas dans la directive européenne qui est à la base de notre législation. Et donc, 221 000 €, c'est la limite de la publication européenne. Et donc, voilà, puisque ça n'existe pas au niveau européen, on ne peut pas l'appliquer au-dessus de ce montant. Par contre, en travaux, vous allez avoir la possibilité de l'utiliser jusqu'à 750 000 €. Si vous êtes au-dessus de 750 000 €, là, il n'y aura plus de possibilité de négocier les offres en travaux, plus possible de négocier au-dessus de 221 000 € en fourniture et en services. Sachez que ce montant change tous les 1er janvier des années paires. Donc, au 1er janvier de l'année prochaine, ces montants vont changer. Alors, c'est ce qu'on reproche le plus au marché public, outre leur complexité, c'est la durée. Entre le moment où dans votre administration un besoin se fait sentir et le moment où on va finaliser le marché public, il va y avoir beaucoup de temps. Et on les reproche très souvent aux équipes marché public, mais c'est une réalité. Appliquer la loi comme il se doit, ça met du temps. On va devoir préparer sérieusement ce marché, on va devoir réfléchir à comment on répond à notre besoin, on va devoir rédiger des documents, on va peut-être devoir demander un permis d'urbanisme, un permis d'environnement.
Si vous avez de la chance, c'est peut-être un marché subsidié, mais votre subsidiant, que ce soit la région ou une autre instance, elle va mettre des conditions. En mettant des conditions, eh bien, ces conditions, généralement, vous vous imposez des étapes qui vont prendre du temps. Et tout ça fait qu'effectivement, un marché public, il faut prévoir longtemps à l'avance et c'est rarement un fleuve tranquille. Après toute cette procédure de passation, vous allez recevoir les offres, vous allez devoir les analyser. Les analyser, ça met du temps également parce qu'on va devoir peut-être questionner les offres pour voir si elles sont bien conformes. Et après toute cette analyse, eh bien, on va arriver à la phase de l'exécution. L'exécution, c'est très rarement un long fleuve tranquille, pardon. Et puis, ça fait que parfois, quand on est dans des gros travaux, dans des gros projets, eh bien, ce sera la mandature suivante qui va avoir l'inauguration et la fin de votre marché. Ce sont des choses qu'on voit quand même quand on est dans des très gros marchés de travaux. Alors oui, le groupement de commandes, c'est vrai qu'il y a deux formes les plus fréquentes d'achat ensemble. La centrale d'achat d'une part, le marché conjoint. Au niveau des centrales d'achat, au niveau du GTI marché public, on y reviendra, on fait régulièrement un relevé des centrales d'achat utilisées par les pouvoirs locaux bruxellois. Donc entre nous, on se partage nos informations de savoir quels sont les marchés dont nous bénéficions via une centrale, c'est-à-dire qu'il y a une autre administration, un autre pouvoir adjudicateur qui a passé un marché public et qui a fait en sorte qu'il puisse être ouvert à d'autres pouvoirs adjudicateurs. Alors je peux prendre un exemple ici, par exemple Paradigme. Paradigme est un pouvoir adjudicateur, mais il ouvre ses marchés publics quand il achète des ordinateurs pour lui, eh bien, il l'ouvre aux pouvoirs locaux bruxellois. Ça veut dire que si une commune a besoin d'un ordinateur, il peut aller directement dans le marché public de Paradigme et acheter un ordinateur à l'opérateur économique qui a gagné le marché de Paradigme. Ça veut dire que la commune, le CPS, ne doit plus prendre tout ce temps de faire le marché public et peut directement bénéficier du travail qui a été fait par Paradigme. Donc les centrales d'achat, c'est vraiment une aide certaine et c'est pour ça qu'au niveau du GTI, on est vraiment attentif à, de temps en temps, faire entre nous un peu le relevé des bonnes adresses pour savoir qui est centrale d'achat pour quelle sorte de marché. Le marché conjoint, le plus fréquent, c'est communes et CPS ensemble. Dans un marché conjoint, on travaille vraiment main dans la main et c'est un marché qu'on va faire ensemble dès le départ. Les deux cas les plus fréquents, ce sont les communes et les CPS, par exemple, pour acheter ensemble du papier ou du matériel électrique, du matériel sanitaire. Pour ces choses-là, on voit régulièrement des marchés conjoints. On le voit aussi souvent dans les marchés de travaux lorsqu'une rue se trouve sur deux communes et que ce serait quand même un peu dommage de ne rénover qu'une demi-artère. Donc là, souvent, on va travailler avec la commune voisine pour faire un marché conjoint. Et puis préparer, bien oui, donc on ne fait pas des marchés publics pour le fun et pour appliquer cette législation qui, à nos yeux, a peut-être beaucoup d'intérêt, mais n'est quand même pas toujours si simple. Il faut toujours bien se penser au fait qu'on va répondre à un besoin. Et répondre à un besoin, pas se dire directement dès le départ quel est le produit qu'on voudrait avoir. Ce qui compte, c'est que ce qu'on va avoir à la fin de toute notre procédure, c'est une réponse à notre besoin. Donc, très important, on a tout à fait le droit de prospecter, de se renseigner, d'aller, je sais pas, à Batibo pour l'instant, mais ça ne doit pas naturellement influencer la façon dont on va définir la réponse à notre besoin. Au niveau de la conception du marché public, on a beaucoup de liberté. On va réfléchir à lotir, à diviser notre marché. On va se demander si on va faire des variantes, on va demander si on va se faire des options. On peut faire des tranches fermes, des tranches conditionnelles. On va devoir être attentif au RGPD, on l'a déjà dit, c'est vraiment important dans des marchés comme les marchés qui vont toucher le personnel, les marchés d'assurance, où il y a quand même des données très sensibles. Donc toutes ces choses-là, il faut prendre le temps. Une fois de plus, un marché public, ça prend du temps. Il faut prendre le temps de faire une conception
la plus fine possible, parce que tout ce temps de réflexion préalable va faire que quand votre marché sera en application, en exécution, eh bien vous aurez certainement moins de soucis si vous vous êtes accordé le temps de la conception. Alors les documents du marché, on va en parler très souvent de ces documents du marché dans une administration. En fait, ça peut être beaucoup de documents ou très peu, mais ce sont tous les documents qu'on va envoyer à l'opérateur économique, qu'on va mettre à sa disposition pour qu'il puisse nous remettre une offre la plus fine possible, celle qui répondra le mieux à notre besoin. Alors c'est souvent un cahier des charges dans lequel il y a d'abord une partie administrative où on va définir l'application de la loi, on va lui donner les délais, la manière dont on va payer, on va lui définir notre besoin. Et puis, il va y avoir les clauses techniques dans lesquelles on va vraiment affiner la description du besoin et la manière dont on voudrait qu'il réponde. Il y a aussi des plans, on peut lui demander des plans, on va lui demander un inventaire. Tout ça, ce sont les documents du marché. Et il faut bien se dire que, justement, par rapport à la conception, il faut trouver un équilibre. Si on est vraiment très exigeant et qu'on met beaucoup de conditions à notre marché, peut-être qu'on n'aura pas d'offres ou peut-être qu'elles seront très chères. Si on en met très peu, il y a beaucoup de chances qu'en fait, l'offre qu'on reçoive ne corresponde pas à ce qu'on cherche ou ne réponde pas à notre besoin. Ce n'est pas le but non plus. Le but n'est pas de recommencer le marché public parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas bien ciblé, pas bien décrit ce dont on avait besoin. Donc les documents du marché, c'est vraiment une notion qui va revenir régulièrement dans les discussions, puisque ce sont vraiment des documents essentiels pour que votre marché public réussisse. Et Isabelle, je te laisse. Et donc on arrive à la première étape où vous allez être sollicité, puisque c'est vous, c'est les élus, qui vont devoir fixer les conditions du marché public. Et c'est très contraignant. Qui n'a pas commencé un jeu avec un ami, un jeu de société, et qui donne les règles des départs, et puis vous commencez à jouer, et puis au milieu de la partie, il vous dit « Ah, mais j'ai oublié de te dire qu'il fallait jouer les dés, et qu'il fallait dire quel mot, ou bien que le valet pur, c'est pas le valet de pique, c'est le valet de cœur. » Rien de plus frustrant. Donc la fixation des conditions de marché, c'est le contrat. Le contrat est que vous ne pourrez pas toucher, vous ne pourrez plus bouger. Les conditions, elles sont fixées, c'est contraignant. Et vous allez voir, c'est vous qui allez approuver. Donc tout le travail préalable sera fait par l'administration, mais c'est vous qui allez fixer les conditions du marché, tant au niveau de l'objet que du cadre budgétaire. C'est là que c'est important que lorsque vous avez voté votre budget, les crédits soient prévus, soient disponibles, parce que sinon, votre marché public, vous allez faire la plus belle procédure que vous voulez. Si vous n'avez pas dans votre budget le cadre budgétaire qui vous permet après de conclure le contrat, eh bien, vous ne saurez pas le conclure. Donc, tout est important, tout démarre par cette fixation des conditions du marché public. Par qui, comme je vous dis? Par les élus. La base, c'est le conseil communal. Alors, vous allez me dire, pourtant, je ne vois pas beaucoup de marché public au conseil communal. Non, parce que nous sommes un petit pouvoir local, néanmoins, et que la plupart de nos marchés publics sont inférieurs à 143 000 € hors TVA. Et lorsque le contrat est inférieur à ce seuil-là, c'est le collège qui a la possibilité de fixer les conditions de marché et vous n'en aurez que l'information. Donc lorsque vous avez une séance du conseil communal, vous avez dans l'ordre du jour la première liste de tous les marchés publics fixés par le collège dont le montant est inférieur à 143 000 € hors TVA. Mais vous n'en avez que l'information. C'est le collège qui fixera les conditions de marché. Il y a aussi la possibilité pour le conseil communal de déléguer cette compétence de fixer les conditions de marché public au secrétaire communal ou à la secrétaire communale ou à un fonctionnaire, pour autant que ce marché public soit inférieur à 30 000 € hors TVA et qu'il s'agit du budget à l'ordinaire. Ce qui veut dire, en résumé, aucun élu ne peut fixer les conditions d'un marché public seul. C'est tout simplement pas prévu dans la nouvelle loi communale. Au niveau de la mise en concurrence, donc une fois que les conditions sont fixées, on peut lancer cette mise en concurrence. Elle se fera avec publicité. Si la procédure choisie
lors de votre fixation des conditions de marché, impose avec publicité. Alors, avec publicité veut dire quoi? L'obligation de publier au moniteur belge un avis de marché public standardisé. Et au-dessus de certains seuils, non seulement vous allez avoir cette publication au moniteur belge, mais aussi au journal officiel de l'Union européenne. Sans publicité ne veut pas dire sans mise en concurrence ou sans publicité du tout. Non, ça veut dire sans obligation de publier au moniteur belge. Vous pouvez très bien publier sur le site internet de la commune, ou bien dans le petit journal, ou bien même publier via e-procurement. Vous avez la possibilité d'assurer une publicité, peu importe les moyens, mais ce n'est pas obligatoirement par le moniteur belge avec les avis standardisés. Deuxième étape où les élus sont invités à prendre une décision, celle de l'attribution du marché public. Puisque, suite à la fixation et la mise en concurrence, vous allez recevoir, l'administration va recevoir des offres qu'elle va analyser. Et sur base des critères qui ont été annoncés quand? Lors de la fixation des conditions de marché. Vous avez annoncé les règles à la fixation. Donc c'est en suivant les règles que l'administration va vous dire, ben voilà, l'offre la meilleure, la plus intéressante au regard des critères que vous avez fixés, c'est cet opérateur économique-là. Et donc là, vous allez attribuer le marché public, donc choisir l'opérateur économique qui va signer finalement le contrat avec l'administration. Par qui? Là, c'est très clair, c'est le collège. C'est le collège qui attribue le marché public. Si le conseil communal a fixé les conditions du marché et que dans le cadre de la négociation, le collège a négocié certains termes ou certaines indications parce que la procédure le permettait, il a l'obligation d'avertir le conseil des modifications apportées au contrat avant de pouvoir attribuer le marché public. Si le conseil communal a délégué à un fonctionnaire, secrétaire communal ou un autre fonctionnaire, la possibilité de fixer les conditions de marché public en faible montant à l'ordinaire, de facto, évidemment, il est compétent pour attribuer et pour exécuter ce marché public. De nouveau, aucun élu ne pourra attribuer ou exécuter un marché public seul. Les élus fonctionnent en assemblée. Très important, lorsque le marché est attribué, vous avez l'obligation, transparence totale, d'avertir ceux qui n'ont pas eu le contrat, qu'ils ne l'ont pas, mais surtout pourquoi. Et dans certaines procédures, comme celle d'un certain gros montant, on applique même le standstill, à savoir, vous devez avertir d'abord ceux qui n'ont pas le contrat, pourquoi ils ne l'ont pas, et vous devez attendre. Vous devez attendre 15 jours, s'il fait un recours ou pas. Et ce n'est que s'il ne fait pas de recours que vous allez pouvoir poursuivre la procédure et conclure le contrat. C'est d'une certaine manière, pourquoi? C'est parce qu'on avait la mauvaise habitude de conclure les contrats les plus vite possible. Pourquoi? Parce que le Conseil d'État considérait que si le contrat était conclu, il y avait un acte détachable et celui qui attaquait la commune n'avait pas la possibilité d'avoir le contrat. Mais si un opérateur économique attaque une commune dans le cadre d'un marché public, c'est pour avoir le contrat. Donc, ils se sont dit, on va contraindre les administrations d'attendre qu'il y ait ou non un recours avant de pouvoir leur permettre de conclure ce contrat. Formalisme hyper important. Les courriers signés par des personnes qui engagent valablement la commune par recommandé avec les voies de recours. Tout récemment, il y a une nouvelle ordonnance qui est apparue sur l'ombudsman. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais voilà, il faut mettre le paragraphe de l'ombudsman. Vous n'êtes pas content, il y a un ombudsman régional qui peut répondre à votre plainte. Vous devez absolument indiquer les voies de recours au Conseil d'État. Je me souviendrai toujours, j'ai commencé ma carrière comme architecte, pour le terrain de football synthétique qui a maintenant déjà été remplacé depuis lors. Voilà qu'on a l'entrepreneur évincé qui nous interpelle pour avoir des informations pour nous attaquer.
Et vraiment, c'est vraiment drôle, hein, parce que les 60 jours sont finis et le chantier, il est presque terminé. Qu'est-ce qu'il vient me faire, un recours? Et je me souviens très bien avoir téléphoné à l'époque à Yves Cabouy, qui était le directeur des pouvoirs locaux. Et je dis, mais pourquoi il vient avec ça maintenant? Les 60 jours de recours pour le Conseil d'État, ils sont passés. Et il me fait, j'espère que dans ton courrier, tu as bien mis les voies de recours au Conseil d'État. Et je fais, c'est quoi cette histoire de voie de recours au Conseil d'État? Oui, parce que si tu n'as pas mis la petite phrase du recours au Conseil d'État, en fait, il n'y a pas de délai de prescription. Il peut encore aller faire son recours 2 ans, 3 ans plus tard. Et je fais, oh là là. Donc c'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, les courriers, les formes, les paragraphes importants, sinon on peut avoir de mauvaises surprises. Là, j'étais contente quand il a eu le rapport motivé d'attribution de marché. Il a considéré qu'il n'avait pas intérêt à nous attaquer. Il ne nous a pas attaqués. Mais au moment même, quand vous apprenez, quand le chantier est en cours, qu'il y a peut-être quelque chose qui va apparaître, vous êtes quand même un peu stressé. Exécution du marché. Vous allez me dire, le fonctionnaire dirigeant d'un marché public, que l'on voit dans la loi. Fonctionnaire, c'est qui? Eh bien, il faut le désigner. Et c'est le collège qui va devoir donner une délégation vers un fonctionnaire nommément désigné pour être le fonctionnaire dirigeant du marché public. À défaut de le faire, c'est le collège qui va devoir être le fonctionnaire dirigeant qui est responsable de l'exécution du marché public. Surveiller un marché public est indispensable. Ça ne sert à rien d'avoir fait un merveilleux contrat avec une merveilleuse construction s'il n'y a personne sur chantier qui vérifie que les choses se déroulent correctement. Donc il faut vérifier, il faut contrôler. Le nombre de dépenses supplémentaires aussi, dont on entend beaucoup dans la presse, c'est quoi? C'est peut-être qu'il y a eu des modifications de marché. Modifier un contrat est très, très restrictif dans la loi des marchés publics. On considère qu'un marché de fourniture ou de services, c'est maximum 10%, qu'un marché de travaux, c'est 15%. On peut se demander comment une gare peut tout d'un coup coûter plus du double, alors que la loi des marchés publics dit « travaux, 15%. » Quand il y a une crise comme le Covid ou l'Ukraine, la révision des prix, les prix de la construction ont augmenté de 30%. Tout ça a des impacts dans votre contrat, dans l'exécution du marché public, mais aussi donc au niveau budgétaire. Tout ça, ce sera des décisions qui devront être prises par le conseil communal parce que le cadre budgétaire a été augmenté. Vous avez des dépenses supplémentaires. Donc, comme je vous disais, exécution collège. Si d'aventure le marché public de faible montant à l'ordinaire a été confié au secrétaire communal ou à un fonctionnaire, évidemment, ils seront compétents. Même si le collège donne une délégation à un fonctionnaire pour suivre le marché public, il n'a pas la possibilité de le modifier. C'est seul le collège qui peut modifier un contrat. Ce n'est pas possible. Et même s'il y a une urgence totale, qu'on ne peut absolument pas attendre une séance du collège, le bourgmestre va pouvoir prendre une décision de modification du contrat, mais conjointement avec le secrétaire communal, avec, après, une info collège. De nouveau, un élu ne décide rien tout seul en matière de marché public. Transparence, obligation reporting. La commune a intérêt à avoir un répertoire de ses marchés publics très exhaustif, parce qu'on est sollicité en permanence par tous les niveaux de pouvoir pour obtenir des informations sur des reportings. Encore récemment, on a reçu un BPL qui nous disait « Alors, vous devez encoder sur e-procurement tous vos marchés publics passés par la commune en 2024 qui ont entre 3 000 et 30 000 euros avec les montants hors TVA, s'il vous plaît, et différencier services, fournitures et travaux. Et vous devez faire ça avant le 15 février. Eh bien, vous avez intérêt à avoir un bon répertoire parce que sortir les statistiques de manière aussi rapide, il faut être très fort. En plus, comme les niveaux de pouvoir ne se parlent pas, sachez que pour certains, ils veulent les montants TVA comprises, pour d'autres, hors TVA, pour certains, avec fournitures, travaux, services différenciés, parfois montant entre 3 000 et 30 000, parfois plus. Enfin bon, c'est sans fin. Parce que oui, il n'y a pas que la loi des marchés publics
confronté à la commune, vous avez la nouvelle loi communale, vous avez le règlement général de la comptabilité communale, mais vous avez aussi l'emploi des langues, et vous avez aussi la loi agréation pour les marchés de travaux. Il y a une commune qui a perdu un subside important d'un contrat de quartier à cause de cette loi d'agréation. Je veux dire, c'est une lasagne. Et vous savez quoi? Elle ne se parle pas. Et donc, quand vous avez certaines règles dans le règlement général de la comptabilité communale, et que vous n'avez pas été lire celles qui correspondent dans la nouvelle loi communale, eh bien, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. On a dû convaincre la Fédération Wallonie-Bruxelles dans un subside pour les travaux de terrain de hockey que la manière dont ils nous obligeaient d'introduire notre candidature de subside n'était pas compatible avec la nouvelle loi communale. Ils voulaient absolument donner le subside sur le montant d'attribution du marché, et puis ils nous donnaient le subside 6 mois plus tard. On dit, mais on ne sait pas faire le report de l'engagement. Mais si vous pouvez faire le report de l'engagement, lorsque vous avez attribué le marché, vous avez engagé la dépense. Je dis, oui, mais on ne peut pas le reporter. Mais si vous pouvez le reporter. Je fais, non. L'article 248 de la nouvelle loi communale dit que vous ne pouvez reporter les engagements que si le contrat est conclu. Et la loi des marchés publics dit, le contrat est conclu que si vous avez envoyé la commande à l'adjudicataire. Donc, comment voulez-vous que ça marche? Ah ouais. Donc, attention aux lasagnes. Parfois, ça crée des surprises parce qu'il ne faut pas croire que les pouvoirs publics sont au courant de toutes les législations qu'il y a partout et donc peuvent parfois être embêtants. Heureusement, on a Bruxelles Pouvoirs Locaux, notre tutelle, qui vérifie tout ça avec beaucoup de sérieux. Ils ont un service helpdesk. Il faut savoir que chaque commune, chaque CPS a un agent dédicacé à Bruxelles Pouvoirs Locaux pour aider à mener à bien les dossiers. Maintenant, quand vous avez un marché public qui est soumis à la tutelle, tenez-le compte dans vos timings, parce que c'est d'office 50 jours en plus pour chaque décision que vous allez prendre, puisque vous avez 20 jours pour transmettre, et eux ont 30 jours pour vous dire quoi. Et en général, ils font par expiration du délai. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est une mauvaise nouvelle, c'est que vous allez être suspendu ou vous allez avoir un arrêté d'annulation. Donc, ça veut dire que si vous avez un marché global, donc fixation, attribution, vous êtes déjà à 100 jours en plus dans votre calendrier. Si vous avez une procédure avec 2 phases, 150 jours en plus. Si vous devez fixer les conditions d'un marché public en septembre au Conseil communal européen soumis à la tutelle, dites-vous bien, ça ne va pas être attribué dans l'année. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'en septembre, ça vaut toujours la peine de faire le bilan de où sont vos marchés publics et si ça sera possible d'attribuer dans l'année. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est le moment de voter une modification budgétaire pour transvaser vos articles d'un article budgétaire vers un autre, parce que vous savez que vous ne pourrez pas attribuer dans l'année. Conclusion, comme vous avez vu, c'est une base légale complexe, avec des lasagnes législatives. Quand moi j'ai commencé ma carrière à la commune d'Ixelles, architecte, je suis sortie de mon master d'architecture, première réunion de chantier, en gros je pouvais encore plus ou moins me débrouiller. À l'heure d'aujourd'hui, un architecte qui va sur chantier a besoin d'un copilote juridique. Les entrepreneurs ont des services juridiques à leur disposition et ils s'y connaissent particulièrement bien dans les lois des marchés publics, parce que c'est là qu'ils peuvent aller rechercher des dépenses supplémentaires pour leurs chantiers, leurs fournisseurs, leurs travaux. Les acheteurs d'aujourd'hui sont des professionnels. Ils sont obligés de connaître la loi de manière approfondie. Ce qui fait que il y a des turnovers, parce que les communes n'ont pas les moyens de se payer des acheteurs professionnels. On a une centrale d'achat à Ixelles. On n'a jamais pu obtenir un acheteur qui restait plus de 2 ans sans qu'il parte à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à Bruxelles Environnement, à la chancellerie du Premier ministre, d'office. Pourquoi? Parce qu'ils sont mieux payés. Donc, avoir des acheteurs dans les communes, c'est un challenge. Il faut pouvoir les former et donc aussi bien retenir une chose, ce que vous voyez dans les journaux de manière permanente, quand il y a fraude en matière de marché public, c'est soit parce qu'il y a un favoritisme, soit parce que vous n'avez pas appliqué la loi des marchés publics, soit parce que vous avez oublié la concurrence. Dans les 3 cas, vous allez avoir la première page du soir ou de la Libre Belgique ou de l'ADH qui va parler de vous.
Et donc, je ne peux que pour prêcher pour ma chapelle et de vous inviter à prévoir des systèmes de contrôle interne efficaces pour vous assurer du bien fondé des procédures. Et si vous êtes perdu, eh bien, il y a le GTI Marché Public qui est là pour vous aider en helpdesk. Et je vais vous passer Sylvie qui va vous présenter le GTI qui est là depuis maintenant plus de 15 ans. Un tout dernier petit mot, effectivement, pour présenter le GTI Marché Public, parce que vous en entendrez parler, je l'espère, dans vos administrations. Donc, ça fait une quinzaine d'années qu'à Troyes, un peu dingue à l'époque, on a mis sur pied ce groupe de travail qui regroupe tous les experts en marché public des 19 communes, des 19 CPS et des 6 zones de police de la région de Bruxelles-Capitale. C'est un groupe qui est vraiment... je pense qu'on est connu et reconnu depuis longtemps. On a une réelle expertise. On offre à toutes les administrations un helpdesk où on essaye quand même de répondre aux questions le plus rapidement possible. Et quand je dis rapidement, c'est généralement jamais plus de 48 heures. On échange des cahiers de charges parce que ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude chaque fois. Si vous avez un besoin un peu particulier, faites appel au GTI et il y a toutes les chances qu'une autre administration a déjà eu un marché similaire. Donc ça, c'est vraiment important. Je ne dois plus vous convaincre de la complexité de la législation qu'on a appliquée. Donc, on a 4 réunions par an sur des thématiques bien particulières qui nous touchent dans nos quotidiens. Il faut dire que les dernières années, le législateur a été très prolifique et a fait en sorte qu'on a à chaque fois eu des thèmes. On n'a jamais dû trop chercher pour savoir de quoi on allait discuter dans nos réunions trimestrielles. Jusqu'à présent, on a fait un colloque par an. Je ne suis pas certaine qu'il y aura un colloque cette année. Et on fait 2 fois par an des formations de base pour nos nouveaux collègues. On a un réel problème de turnover. Pour vous donner une idée, on forme entre 140 et 180 personnes par an. Ça veut dire que ce sont des gens qui arrivent dans nos administrations, qui touchent au marché public et puis qui partent soit dans d'autres services, soit dans d'autres administrations. Donc 2 fois par an, on offre une formation extrêmement basique en marché public, généralement au mois de mars et au mois d'octobre. Ce sont 2 matinées où on voit vraiment une matinée de la passation, une matinée de l'exécution. Donc voilà, je pense que le GTI Marché Public n'a plus vraiment à défendre sa place, mais qu'on voulait vraiment vous dire que ça existait, que c'est important et qu'on est vraiment à votre disposition si vous avez la moindre question sur cette législation qui est quand même des plus complexes. Voilà, donc l'adresse mail, n'hésitez pas.